1985. Steve Jobs, le fondateur d'Apple, mis à l'écart, humilié publiquement. Mais ce moment est trompeur. Steve Jobs n'est pas tombé du jour au lendemain. Ce qui s'est passé en 1985 s'est construit lentement. Pour comprendre sa chute, il faut revenir en arrière. Avant de comprendre comment il est revenu, il faut briser le mythe. On nous vend l'image du génie dans son garage, la lumière dorée, la magie. La vérité, Steve Wozniak l'a dit lui-même, le garage servait surtout à stocker des cartons. Le vrai travail d'ingénierie se faisait dans les cubicules de Hewlett-Packard ou dans des chambres d'amis. Mais l'histoire que nous allons raconter est bien plus intéressante que la légende dorée. C'est celle d'un homme de 30 ans, riche et célèbre, que le monde adule, mais que ses propres collègues ne supportent plus. À l'époque, Steve Jobs n'est pas vu comme un messie, mais comme un enfant gâté de la Silicon Valley qui a eu de la chance. Comment le fondateur d'Apple s'est-il retrouvé banni du royaume qu'il a construit ? Voici l'histoire d'un ego brisé, d'une traversée du désert et du retour le plus improbable de l'histoire de la tech. Bienvenue sur Le Grand Dessin. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager, ça nous donne de la force. 1985. Apple est en crise interne majeure. Il faut comprendre la guerre civile qui règne alors chez Apple. D'un côté, il y a l'équipe Apple II, les vétérans qui rapportent tout l'argent de l'entreprise. De l'autre, l'équipe Macintosh, dirigée par Jobs, qui hisse le drapeau pirate sur son bâtiment. Steve Jobs humilie les employés de l'Apple II, les traitant de bozos, d'imbéciles, alors que ce sont eux qui paient son salaire. De plus, contrairement à la croyance populaire, le Macintosh de 1984 peine à se vendre. Il est lent, il manque de logiciels, et les stocks s'accumulent dans les entrepôts. Mais Steve refuse la réalité des chiffres, c'est son fameux champ de distorsion de la réalité. John Sculley, le PDG venu de Pepsi, n'est pas le méchant de l'histoire. Il a été embauché pour apporter de la structure. Le conseil d'administration, composé d'hommes d'affaires pragmatiques, fait un constat froid. Steve Jobs est un visionnaire, mais un gestionnaire dangereux qui brûle la trésorerie. Le point de rupture arrive fin mai. Jobs tente de fomenter un coup d'État pour virer Sculley pendant que ce dernier doit voyager en Chine. Mais l'information fuite. Sculley annule son voyage et convoque une réunion d'urgence le 24 mai 1985. Ce n'est pas une trahison sentimentale, c'est une exécution administrative. Jobs demande au conseil de choisir. C'est lui ou moi. Le conseil tranche unanimement. Sculley reste. Jobs est écarté des commandes. La destitution n'est pas instantanée. Elle est lente et douloureuse. On ne le met pas à la porte physiquement, on fait pire, on le vide de sa substance. On lui retire la direction de la division Mac. On lui laisse son titre de président du conseil, mais on déplace son bureau dans un bâtiment à l'écart, quasiment vide. Un endroit que les employés appellent la Sibérie. Imaginez la scène. Le fondateur erre dans les couloirs, sans téléphone qui sonne, sans rapports à lire, sans décision à prendre. Il est un fantôme dans sa propre maison. Il passe son temps à écouter du Bob Dylan, seul dans son immense manoir vide. Il se demande s'il doit se lancer dans la politique ou tout simplement fuir. En septembre 1985, incapable de supporter cette humiliation, il démissionne. Dans un geste de colère absolue, il vend toutes ses actions Apple en une seule fois. Il n'en garde qu'une seule, juste une action, symboliquement, pour continuer à recevoir les bilans financiers et voir ce qu'ils font de son entreprise. Steve veut prouver qu'ils ont eu tort. Il lance immédiatement une nouvelle entreprise, Next. Il veut créer l'ordinateur parfait pour l'éducation. Mais il refait exactement les mêmes erreurs qu'avant, en pire. Il exige que l'intérieur de l'ordinateur soit peint en noir mat, même si personne ne le verra jamais. Il construit une usine futuriste totalement automatisée. Le résultat ? La machine coûte 6 500 $, l'équivalent de 15 000 $ aujourd'hui. C'est invendable. Commercialement, Next est un échec cuisant. La presse se moque de lui. Mais techniquement, le système d'exploitation qu'il développe, le Next Step, est révolutionnaire. Il est basé sur une architecture qui permet de coder beaucoup plus vite. Gardez ça en tête. C'est ce logiciel, caché dans cet échec commercial, qui sera la clé de son retour. En parallèle, il rachète une petite division d'effets spéciaux à George Lucas, Pixar. C'est un gouffre financier. Jobs y injecte 50 millions de $ de sa fortune personnelle. Il est au bord de la ruine.
C'est ici que la véritable transformation s'opère. Comme il ne connaît rien au cinéma d'animation, il ne peut pas dicter sa loi aux artistes. Il est obligé de faire confiance à des talents comme John Lasseter ou Ed Catmull. Il apprend la patience. Il apprend à écouter. Quand Toy Story sort en 1995, c'est un triomphe mondial. Jobs devient milliardaire. L'ironie est totale. C'est le cinéma, et non l'informatique, qui lui redonne sa puissance financière et sa crédibilité aux yeux du monde. 1996. Pendant l'exil de Jobs, Apple a sombré. L'entreprise a perdu la guerre contre Windows. Elle fabrique des produits sans âme. Elle perd de l'argent à une vitesse folle. Le directeur financier de l'époque l'avouera plus tard. Apple est à 90 jours de la banqueroute. Ils ont un problème vital. Leur système est obsolète. Leurs ingénieurs sont incapables d'en créer un nouveau. Ils cherchent une solution externe. Et Jobs réussit son coup. Apple rachète Next pour 429 millions de dollars. Non pas pour l'ordinateur, mais pour récupérer ce fameux logiciel invendable. Le loup est de retour dans la bergerie. Macworld 1997. Voici la preuve définitive du changement de Steve Jobs. Le jeune Jobs arrogant de 1985 n'aurait jamais accepté l'aide de l'ennemi juré. Mais le Jobs de 1997 est devenu un stratège. Il comprend qu'Apple a besoin de deux choses, du cash et la confiance des marchés. Alors, il appelle son grand rival, Bill Gates. Imaginez la scène. Sur l'écran géant, le visage de Bill Gates apparaît en direct par satellite. Le public est stupéfait, les fans huent. Mais sur scène, Jobs ne bronche pas. Il déclare cette phrase historique. Il faut abandonner l'idée que pour qu'Apple gagne, Microsoft doit perdre. Ce n'est pas un pacte avec le diable, c'est une manœuvre de génie. Il sécurise l'avenir de l'entreprise au prix de son ego. Ensuite, il tranche dans le vif. Il découvre que l'entreprise travaille sur 350 produits différents. C'est le chaos. Il dessine une grille simple au tableau. Grand public, pro, bureau, portable. Il tue tout le reste. Les imprimantes, les serveurs, le Newton, poubelle. Il licencie 3000 personnes. Une décision brutale, violente, mais qui stoppe l'hémorragie financière, immédiatement. Regardez votre téléphone. Ce n'est pas juste du verre et du métal. C'est le résultat d'une cicatrice. Oui, de 1997 à 2011, Apple va enchaîner les miracles. L'iMac, l'iPod, l'iPhone, l'iPad. Une ascension verticale vers les étoiles. Mais la vérité, la vraie vérité, c'est que rien de tout cela n'aurait existé. Si Steve Jobs était resté le Golden Boy de 1985, Apple serait morte. Il était trop arrogant, trop aveugle. Il avait besoin d'être broyé par la vie pour apprendre à voir. L'humiliation publique, la solitude dans son manoir vide, les années de doute. Ce n'était pas une punition, c'était une forge. Comme il le dira dans son célèbre discours à Stanford, le médicament était horrible, mais je suppose que le patient en avait besoin. L'histoire de Steve Jobs n'est pas une histoire de génie inné, c'est une histoire de résilience. Ne l'oubliez jamais, l'échec n'est pas le contraire de la réussite, c'est un ingrédient de la réussite. Parfois, la vie vous frappe à la tête avec une brique. Vous perdez votre job, votre couple, votre argent. Vous pensez que c'est la fin de votre histoire. Mais c'est peut-être juste le début de votre meilleur chapitre. Et vous, est-ce que vous traversez votre propre désert en ce moment ? Dites-le moi en commentaire, on lit tout. Abonnez-vous.